Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première sur cette chaîne depuis au moins 3 ans. Peut-être ne savez-vous plus du tout qui je suis. Très brièvement, j'ai très peu lu pendant au moins 2 ans. J'ai déserté YouTube autant en tant que créatrice qu'utilisatrice. C'est seulement depuis quelques mois que j'ai repris un rythme de lecture normal, on va dire, ou du moins qui me permet d'avoir des choses à vous présenter. Donc je ne pense pas publier régulièrement, mais j'aimerais peut-être publier quelques fois par an. J'avais honnêtement hésité à fermer cette chaîne, mais je me dis que même s'il y a 2 vidéos par an, ça peut toujours être intéressant. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de littérature irlandaise, et comme la littérature irlandaise est très prolifique, comme j'ai énormément de choses à vous montrer, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Petite contextualisation pour commencer, l'Irlande a une longue tradition orale et donc jusqu'au XVIIIe siècle on avait principalement des textes mythologiques et de la poésie, le tout en langue gaélique, donc il est très difficile de trouver des ouvrages antérieurs au XVIIIe. Il faut plutôt se tourner vers des recueils à la limite de mythes et de légendes comme celui-ci. Il y a aussi des versions bien sûr en français qui permettent un peu de comprendre d'où viennent certaines légendes qu'on va retrouver d'ailleurs dans des lectures ensuite postérieures. Donc cette vidéo va se concentrer principalement sur des ouvrages post-XVIIIe. Pour la petite histoire, l'anglais a été adopté en Irlande par l'influence progressive du Royaume-Uni à partir de l'invasion normande au XIIe siècle, et l'anglais s'est surtout imposé à partir du XVIe siècle quand le pouvoir anglais a été renforcé. En gros, l'aristocratie irlandaise traditionnelle, dont faisaient partie les mécènes de la culture irlandaise, eh bien ils ont disparu quasiment et ils ont été remplacés par une noblesse anglaise qui, il faut le dire, n'en avait que peu faire des traditions et de la langue gaélique. Donc les écrivains irlandais, majoritairement des poètes, ont été marginalisés et c'est pourquoi c'est seulement à partir du XVIIIe siècle qu'apparaît à proprement parler la fiction irlandaise dont on va parler aujourd'hui. Si on commence par le XVIIIe siècle, on va avoir 3 auteurs principaux qui sont Jonathan Swift, Olivier Goldsmith et Laurence Sterne. A noter que même si tous ces auteurs sont nés en Irlande, ils ont vécu une grande partie de leur vie en Angleterre, ils sont protestants et ils étaient très attachés au royaume britannique. Ils reflètent donc la dimension anglicane de l'Irlande et sont très anglais. Laurence Sterne était membre du clergé de l'église anglicane. Swift a passé une grande partie de sa carrière ecclésiastique en tant que doyen de la cathédrale Saint-Patrick à Dublin, et Goldsmith, même s'il n'a pas d'affiliation cléricale, la morale religieuse prend une place très importante dans l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui, qui est son ouvrage principal. Si on commence par Jonathan Swift c'est le plus connu des 3 et il est considéré comme l'un des plus grands satiristes de la langue anglaise. Ses écrits sont très politiques, il a beaucoup publié anonymement, il était très engagé donc pour l'église anglicane, notamment face aux catholiques irlandais, et il a longtemps essayé d'obtenir un poste politique en Angleterre en offrant son soutien au parti conservateur, bien que ses idées politiques pouvaient diverger. Sauf que, comme ses écrits étaient très critiques, ça lui a valu des ennemis, dont la reine d'Angleterre. Il a gentiment été renvoyé en Irlande et ça n'a que nourri encore plus sa critique envers et sa satire envers le pouvoir politique, notamment anglais. C'est dans ce contexte que s'inscrit son livre le plus connu, dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui sont les Voyages de Gulliver, qui, je ne sais pas pourquoi, pour moi, était un livre pour enfants, certainement à cause des adaptations qui en ont été faites, et en fait, pas du tout. Pour la faire courte, c'est le récit de 4 voyages en mer entrepris par Gulliver, et à chaque fois, une mésaventure fait qu'il se retrouve seul sur une terre inconnue. Donc lors de son premier voyage, il est capturé par les Lilliputiens, qui est un peuple d'hommes miniatures, avec un gouvernement autoritaire, belliqueux, ils s'embrouillent avec leurs voisins pour des broutilles, on dira. Et puis son deuxième voyage l'amène sur la terre des géants, qu'il considère cette fois-ci comme des êtres moralement supérieurs. Il va même devenir l'animal de compagnie de la reine. Son troisième voyage, il est recueilli sur une île volante dont le peuple est obsédé par la science, les mathématiques, les arts, sauf qu'en fait ils n'ont aucune compétence pratique et donc ils s'engagent dans des projets absurdes, longs et coûteux comme l'extraction de rayons de soleil à partir de concombres. Et puis son dernier voyage l'amène au pays des chevaux, des êtres nobles et rationnels selon lui, et une race proche des hommes vit à leur service comme des esclaves. Ils sont présentés comme des créatures dépravées, dégoûtantes, et donc là finalement Gulliver va finir par admirer et envier ce peuple, et on a en quelque sorte une critique de la nature humaine, et Swift d'ailleurs était réputé pour être un grand misanthrope. Pour moi, c'est donc un livre qui comporte plusieurs niveaux de lecture. Le premier qui est un simple récit de voyage, agréable à lire sans plus. Le second qui est plutôt une critique, ou en tout cas une réflexion sur la démocratie, le totalitarisme, la nature humaine de façon plus générale. Et puis le troisième qui est peut-être Jonathan Swift, qui vient un peu régler ses comptes personnels avec ses aventures, et c'est plutôt ses mésaventures en Angleterre.
Personnellement, j'ai navigué entre le premier et le second niveau, ce qui en a fait une bonne lecture. Alors on est sur un style très factuel, sans fioriture. On est encore au XVIIIe siècle. Le roman, comme je le disais, n'est pas développé, donc il n'y a pas de recherche littéraire, il n'y a pas de recherche de style. On est vraiment sur un style très factuel, ce qui fait que ça se lit très bien, ce qui fait que c'est pas non plus incroyable et on n'en ressort pas complètement chamboulé. Personnellement, ce que j'ai bien aimé chez Swift, que ce soit dans ce roman ou dans ce petit recueil de nouvelles, ça va être son sarcasme, ça va être son ton incisif, bien que ce soit un petit peu lourd de temps en temps, un petit peu redondant, parce que forcément, hein, Gulliver, il fait 3 fois le même voyage, la structure est un petit peu la même, il arrive sur une terre inconnue, seul, et il découvre le peuple qui vit sur cette terre et il explique d'où il vient et il comprend eux comment ils fonctionnent. C'est toujours comme ça que ça se passe avec 4 modèles très différents. Voilà, donc une lecture pas incroyable mais qui honnêtement pour le côté historique et parce que c'est un grand classique, je peux quand même vous recommander. Et puis on a ce petit recueil de nouvelles, pas forcément très accessible, pas forcément très intéressant dans le sens où c'est inscrit dans son époque et donc il y a plein de choses qu'on comprend plus ou qui ne sont plus trop d'actualité, mais je l'ai acheté parce qu'il y a un des écrits les plus connus de Jonathan Swift qui est une modeste proposition et donc c'est un tout petit pamphlet dans lequel Jonathan Swift va expliquer que si les pauvres Irlandais donnaient leurs enfants à manger pour l'économie, eh bien le pays s'en trouverait beaucoup mieux. Donc c'est très osé pour l'époque. C'est assez jubilatoire, ça se lit très facilement, peut-être que vous pouvez la trouver de façon gratuite sur internet, je ne sais pas, je l'avais trouvée en occasion pour 1 ou 2 euros, donc je me suis pas posé la question, mais je trouve que rien que pour le côté un petit peu historique, c'est intéressant. Nous avons ensuite Laurence Sterne. Laurence Sterne qui est principalement connue pour avoir écrit Tristram Shandy, gentilhomme, donc c'est un roman en 9 volumes. Forcément ça lui a pris plus de 10 ans, ce qui ne lui a pas laissé le temps d'écrire beaucoup d'autres fictions, et j'ai pas du tout eu le courage de m'y lancer, donc j'ai plutôt lu Voyage sentimental en France et en Italie, le titre complet, publié en 1768, quelques mois avant sa mort de la tuberculose. C'est un ouvrage qui s'inspire de son voyage en France en 1762, de son arrivée à Calais jusqu'au passage du Mont Blanc pour rejoindre l'Italie, et il y raconte ses rencontres avec beaucoup de sensiblerie, de bienveillance, mais aussi beaucoup d'humour, de subtilité, d'ironie. Et s'il parle de voyage sentimental, c'est parce que c'est plutôt son cœur, son intuition, ses sensations qui vont guider son voyage, guider ses décisions, et c'est plutôt cet aspect-là de son voyage qu'il va retranscrire, ce qui va s'opposer à un style beaucoup plus classique à l'époque. Lorsqu'on faisait un récit de voyage, on était un petit peu comme Gulliver, très factuel, on rapportait les faits tels qu'on les avait vus, et ça avait plutôt un objectif documentaire ou en tout cas d'information. Alors que là, il parle uniquement de lui, son expérience très subjective et très sentimentaliste, comme le titre l'indique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un personnage très affable qui va brosser tout le monde dans le sens du poil et qui va tout voir de façon hyper positive. Pour l'anecdote, cet ouvrage serait la réponse à un autre écrit de l'anglais Tobias Smollett qui a écrit Voyage à travers la France et l'Italie, et Sterne le trouvait très maussade, très désagréable, et donc avec cette réponse, il cherche à montrer que quelqu'un qui reste ouvert, qui voit les choses de façon positive, vivra toujours une expérience meilleure et plus belle que quelqu'un qui est complètement fermé et qui passe son temps à tout critiquer et à tout voir d'un œil négatif, en quelque sorte. Je pense que c'est dans ce contexte-là que a été écrit le voyage sentimental, si j'ai bien tout compris. En termes de style, j'ai été agréablement surprise, c'est plutôt moderne, on a un style aussi très unique qui est très propre à Sterne, il a une ponctuation assez arbitraire, il ne finit pas toujours ses phrases, et à la fois on a ce côté moderne et puis on est quand même projeté au XVIIIe siècle parce qu'il y a du vocabulaire que je n'ai pas compris, je n'avais pas les références, et il a fallu me plonger un petit peu dans le français ancien, donc on a quand même cette immersion et on voit que c'est un classique, et en même temps ce côté très facile à lire et très agréable à lire, avec aussi beaucoup d'humour, donc honnêtement c'est une lecture que je peux vous recommander. À noter cependant que c'est relativement sexiste, on est au XVIIIe siècle et Sterne partageait les mœurs et l'avis de la gente masculine majoritaire de l'époque.
Troisième auteur du XVIIIe siècle, nous avons donc Olivier Goldsmith, qui est beaucoup moins connu, en tout cas il me semble en France. Olivier Goldsmith, il est d'origine très pauvre, il était aussi un enfant, un élève très dissipé, il perdait le peu d'argent qu'il gagnait dans les jeux, dans les mauvaises fréquentations. Il a raté ses études de pasteur, il a raté ses études de médecine, et donc il a dû enchaîner les petits boulots pour pouvoir vivre. Et parmi ces petits boulots, il écrivait. Donc il écrivait des articles, il écrivait des romans, il écrivait pas mal de choses, de la poésie. Il a été révélé en 1764 avec un long poème appelé Le Voyageur, que personnellement je n'ai pas lu, et en fait son éditeur a décidé de profiter de ce succès pour publier un ouvrage que Goldsmith lui avait vendu il y a déjà 2 ans, qui s'appelle donc Le Vicaire de Wakefield. C'est devenu l'un des ouvrages les plus populaires et les plus lus dans l'Angleterre de l'époque victorienne, et à noter que Goldsmith n'a pas vu un sou de ce succès parce que son éditeur a tout gardé pour lui, vu qu'il lui avait vendu le texte 2 ans plus tôt, et donc il n'en aura pas du tout profité. Le Vicaire de Wakefield, de quoi ça parle? On va y suivre une famille, à travers le père notamment, le vicaire, qui va tout perdre et à qui il va arriver tout un tas de péripéties malheureuses, et malgré tout ce qui va leur arriver, le vicaire reste un homme charitable, toujours prêt à aider son prochain, plein de bienveillance et de bonne foi en la nature humaine. C'est un texte très puritain qui met en exergue en fait la morale chrétienne, où la droiture et la charité finissent toujours par être récompensées. Ça ne fait pas forcément rêver comme ça, mais ça se lit très bien, j'ai été agréablement surprise. C'est agréable, c'est rythmé, les péripéties s'enchaînent, on a vraiment une succession de petits chapitres avec à chaque fois l'intro qui résume le chapitre en question, et ça va très vite. Le style est simple, le style est épuré, on n'est pas sur quelque chose de lourd qu'on peut retrouver parfois chez les auteurs plus classiques, et c'est très factuel, on s'intéresse uniquement aux faits et aux états d'âme de notre vicaire. On a peu de descriptions, on est plus dans l'introspection de notre personnage qui reste droit dans ses bottes quoi qu'il arrive, et à noter que c'est un livre qui a été très très critiqué par l'élite littéraire anglaise de l'époque, parce que c'est l'un des premiers livres sentimentalistes, c'est aussi l'un des premiers livres qui va mettre au cœur de son intrigue la vie quotidienne des petites gens qui s'intéressent à la vie domestique, et donc bien que ce soit un livre qui a été vu comme ayant très peu d'intérêt par l'élite littéraire de l'époque, c'est un livre que moi je peux vous recommander parce qu'il se lit très bien et parce qu'il est quand même très représentatif, pas forcément de l'Irlande peut-être, mais de la vie anglaise de l'époque victorienne. On arrive au 19e siècle avec un premier ouvrage qui a eu un apport littéraire important dans la littérature irlandaise. Il s'agit de Castle Rackent de Maria Edgeworth, qui est l'une des premières écrivaines réalistes irlandaises. Juste pour l'expliquer et pour le comprendre, il me semble nécessaire de faire une petite parenthèse historique. Donc pour contextualiser, je simplifie, mais comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo, l'Angleterre a renforcé son pouvoir sur l'Irlande au XVIe siècle. Pourquoi? Parce que c'est l'époque de la scission entre les catholiques et les protestants, et en 1527, le roi Henri VIII demande à divorcer de sa femme. Ce qui, vous vous doutez bien, n'a pas vraiment plu au pape, et donc ça a provoqué la rupture avec Rome. L'Irlande étant catholique, l'Angleterre a eu peur qu'elle ne serve de bastion pour les armées ennemies françaises et espagnoles, et donc pour éviter ça, le royaume britannique, notamment sous Élisabeth Ier, la fille d'Henri VIII, a mis en place la réforme protestante en Irlande. Concrètement, cette réforme, c'était des politiques de plantation à partir des années 1560, comprenez ici une colonisation pure et simple, où les terres irlandaises étaient confisquées et données à des colons anglais et écossais protestants. On avait donc le propriétaire qui était un colon protestant, qui louait ses parcelles à des fermiers catholiques qui eux-mêmes pouvaient sous-louer leurs terres. Et sur ces terres, on avait de simples paysans qui ne faisaient qu'y travailler et qui étaient clairement tout en bas de l'échelle. Donc pendant plus de 150 ans, les Irlandais catholiques ont tenté de se rebeller pour récupérer le contrôle de leurs terres, mais ils ont toujours été violemment réprimés par le pouvoir anglais. Et en 1800, pour punir les Irlandais, en partie en réponse à une violente rébellion de 1798, le Parlement britannique a adopté l'acte d'union, qui a dissous le Parlement irlandais et qui a intégré l'Irlande au Royaume-Uni. S'en est suivi 2 siècles de tensions, de conflits, mais disons qu'on va s'arrêter là pour le moment, car c'est exactement ici que se situe ce roman. Castle Rackent a été écrit dans les années 1790, publié en 1800 de façon anonyme. Même le père de Edgeworth ne savait pas qu'elle écrivait alors qu'elle vivait avec lui, puisqu'elle est née en Angleterre. Elle a grandi avec son père dans une propriété irlandaise. Elle est donc héritière de la colonisation. Ce roman, c'est une critique, une satire de la gestion des propriétaires anglo-irlandais, puisqu'on va y suivre sur 4 générations
différents propriétaires qui vont tour à tour hériter du domaine Rackrent. Sauf que chaque propriétaire a ses excentricités, ses défauts qui vont entraîner petit à petit la chute du domaine au profit du fils de l'intendant du château, un jeune catholique qui a simplement le sens du commerce. Et l'histoire va décrire l'ascension de la classe moyenne catholique irlandaise au détriment des colons anglais protestants. Voilà pour le fond. Sur la forme, la particularité de ce roman, c'est que c'est l'un des premiers à utiliser un narrateur non omniscient, on va dire subjectif et peu fiable pour raconter les événements, et il va les raconter dans son propre dialecte avec sa propre interprétation. C'est un livre qui a aussi la particularité à l'époque d'être basé sur des faits réels, et c'est un livre que j'ai trouvé personnellement intéressant, bien que le style soit un peu dense, un peu lourd. On n'a pas vraiment de chapitres, il est divisé en 2 grandes parties. Là, il y a une ponctuation qui est parfois inexistante. C'est pas forcément un livre très facile à lire et très agréable à lire. Si l'aspect historique ne vous intéresse pas, je vous le conseille pas forcément, puisque ça risque de vous ennuyer. On a quand même certains passages dédiés aux machinations légales en tout genre pour l'appropriation, l'appartenance, etc. des terres à l'époque en Irlande. Si on continue sur le XVIIIe siècle, on a aussi du gothique. Alors on a le fameux Dracula de Bram Stoker qui était irlandais, publié en 1897. Je ne reviendrai pas forcément dessus, c'est pas une lecture qui m'a vraiment transcendée. Par contre, je lui préfère largement son prédécesseur qui est moins connu, qui est Sheridan Le Fanu. Le Fanu, il est né et il a grandi à Dublin. Son intérêt pour l'histoire, le folklore, le surnaturel, enraciné dans un héritage très irlandais, a beaucoup influencé son œuvre. Il a été propriétaire, rédacteur de plusieurs journaux, et il a la particularité peut-être aussi d'être très mélancolique. On va le ressentir dans ses écrits, il a perdu sa femme assez tôt, et donc les thématiques de la perte, du deuil, de la mélancolie sont des thèmes qui ont beaucoup imprégné ses textes. Même si vous n'êtes pas très fan du genre gothique, ce qui est personnellement mon cas, je vous conseillerais quand même de lire Carmilla du coup, de Sheridan Le Fanu. C'est très très court, c'est une nouvelle que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ça a été publié en 1872, soit 25 ans avant Dracula, et c'est l'une des premières œuvres de fiction à présenter un vampire féminin. C'est l'archétype du roman gothique avec un personnage très naïf. On a un autre personnage beaucoup plus mystérieux, diabolique, et on va y aborder avec ambiguïté la question du désir, la sexualité et même l'homosexualité féminine. Donc vraiment une lecture que je vous recommande. Et si vous aimez la veine gothique, dans un style beaucoup plus classique, dans ce à quoi on s'attend lorsqu'on lit un roman gothique, je vous conseillerais Oncle Silas. Il a été publié en 1864. On y suit une jeune fille dont le père décède et qui se retrouve hébergée chez son oncle Silas, qu'elle ne connaît pas vraiment. Il a l'air dangereux, on ne sait pas trop, on va le découvrir au fur et à mesure du roman. Ça se déroule en Angleterre parce que, pour l'anecdote, l'éditeur de Le Fanu à l'époque lui a demandé d'écrire une histoire qui se déroule en Angleterre, et donc de changer l'environnement pour plaire au public anglais. Il n'empêche qu'on y retrouve des traits très propres à la littérature irlandaise, avec le côté un peu mystérieux, etc. C'est une lecture que j'ai bien aimée, même si personnellement j'ai retrouvé ce que je reproche parfois au style gothique, quelques longueurs, des péripéties, un peu trop de péripéties, et puis le côté un petit peu prévisible. Une lecture très agréable que je peux vous recommander si vous aimez le genre. Si on continue sur le 19e siècle, on a un auteur qu'on ne présente plus, j'ai nommé Oscar Wilde. Il est très connu pour le portrait de Dorian Gray, que j'ai adoré et que je ne peux que vous recommander si vous ne l'avez pas lu. C'est l'un des plus grands classiques de la littérature anglophone, mais j'ai aussi beaucoup aimé ces nouvelles qui existent dans plein de regroupements différents. On y retrouve des textes très semblables au portrait de Dorian Gray, dans la critique, vu qu'on est dans un monde très bourgeois, la satire sociale de la haute bourgeoisie de l'époque, dans le style très incisif, dans le côté un petit peu jubilatoire, avec ce talent qu'a Oscar Wilde, et dans aussi cette recherche du beau, de la beauté. On a par exemple Le Fantôme de Canterville et Le Crime de Lord Arthur Saville, qui sont selon moi celles dans lesquelles on va retrouver le portrait de Dorian Gray, en tout cas dans le style et dans les personnages, dans le déroulé des événements, etc. On a aussi des nouvelles beaucoup plus fantastiques, on va dire même des fables, des contes de fées en quelque sorte, avec des animaux qui parlent, des objets qui parlent, qui sont aussi très bien écrites, alors que c'est pas forcément mon genre de prédilection. Donc je peux vraiment que vous recommander de continuer l'aventure avec Oscar Wilde si vous avez aimé le portrait de Dorian Gray et de regarder ce qu'il a fait d'autre. Voilà pour Oscar Wilde, et je finirai juste le 19e siècle par 2 auteurs très peu connus. Le premier étant George Moore, qui est connu en France pour sa très courte nouvelle, comme vous pouvez le voir,
Albert Nobbs, qui a été adapté en film. Une lecture, peut-être à cause de sa taille, que j'ai trouvé assez superficielle et trop courte et une fin trop expédiée. L'idée était pourtant très bonne. On y suit une femme qui travaille dans un hôtel, une auberge, et qui toute sa vie va se faire passer pour un homme, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur sa vie personnelle, sa vie sociale, etc. Donc une bonne lecture, mais rien d'exceptionnel, et j'étais un peu déçue par la fin et par le côté trop rapide, ou en tout cas pas assez approfondi du sujet. Voilà pour ça. Lecture beaucoup plus intéressante, peut-être plus difficile à trouver, et je ne sais pas si tout a été traduit, donc je vais aller assez vite, mais on a William Carleton. William Carleton, pourquoi je le présente quand même et pourquoi j'ai choisi de le lire? Parce que, à la différence de tous les auteurs que je vous ai présentés et de beaucoup d'auteurs de l'époque, William Carleton, il n'est pas issu du monde bourgeois, il est issu du monde rural, de la campagne, et donc il va nous décrire des personnages et des histoires qui se déroulent dans la campagne et dans la paysannerie irlandaise de l'époque avec tout son folklore. Donc les thématiques sont très différentes de ce qu'on va retrouver chez d'autres. Ce sont des nouvelles que personnellement j'ai beaucoup aimées, pas forcément faciles à lire parce qu'on a un dialecte, parce qu'on a un jeu de langue qu'on ne comprend pas toujours. Le lire en anglais n'a pas forcément aidé certainement, mais vraiment un autre point de vue. Une grosse critique aussi de tout ce qui est superstition, qui on le reverra dans des lectures plus récentes, sont très présentes dans la littérature irlandaise et qu'il décrit ici très bien, de façon très réaliste. On sent que c'est quelque chose qu'il a vécu et que c'est vrai avec aussi tout ce que l'ignorance des gens les plus pauvres et dans les campagnes amène de conséquences sur leur vie. Donc une lecture, si jamais vous tombez dessus par hasard, j'en doute mais on ne sait jamais, que je vous recommanderais quand même. On arrive au XXe siècle et je vais commencer avec les auteurs les plus connus, ceux que vous connaissez certainement. On a d'abord bien sûr James Joyce, qui est reconnu principalement pour son style novateur, ses expériences linguistiques avec Ulysse, avec Finnegan Wakes, des livres que personnellement je n'ai pas lus. Et puis on a aussi le portrait de l'artiste en jeune homme ou quelque chose comme ça, qu'il aurait mis plus de 10 ans à écrire, que j'ai acheté, que je n'ai pas lu non plus. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas très envie de lire James Joyce, il m'attire pas plus que ça. Donc je me suis contentée de lire ses nouvelles, les Dublinois. Plus que des nouvelles, on est sur un recueil de scénettes, parce que ça dure en général uniquement quelques pages, et il va présenter différents personnages qui viennent de différentes origines sociales, qui vivent différentes choses, voilà, un petit moment de leur vie, et ça va dresser un tableau de Dublin de l'époque. Très intéressant je trouve pour ce tableau justement, pour avoir toujours Dublin en toile de fond et pour avoir une vision globale de ce qu'était la vie à Dublin à l'époque. Un peu moins intéressant sur le côté histoire, puisque comme c'est très court, on ne s'attache pas aux personnages, ça va très vite, on les découvre à peine et on n'a pas le temps de lier quoi que ce soit ou de développer une quelconque empathie. Autre point que j'aime moins chez Joyce, c'est que il a un style très froid, très descriptif, très distant. Et dans sa critique sociale, par rapport à quelqu'un comme Oscar Wilde, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus sérieux, c'est pas jubilatoire, c'est pas drôle, l'humour est vraiment caché, ou en tout cas très discret. Donc c'est pas une lecture aussi agréable ou aussi sarcastique que chez quelqu'un comme Oscar Wilde. Bien que Joyce ait le mérite, si je puis dire, ou en tout cas il va traiter différents pans de la société. Oscar Wilde s'intéresse essentiellement à la bourgeoisie. Lui, Joyce, il parle de tous les petits gens, il parle de tous les types de personnes, peu importe leur origine sociale, etc. Donc il dresse un tableau beaucoup plus vrai certainement et beaucoup plus représentatif. Parmi les auteurs les plus connus du XXe siècle, on a aussi Samuel Beckett, très connu parce qu'il a vécu une grande partie de sa vie en France, il a écrit en français, et puis il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1969, il me semble. Très connu également pour sa pièce En attendant Godot. On va suivre deux vagabonds qui vont se retrouver 2 soirs de suite près d'un arbre. Ils vont discuter, parfois on a l'impression qu'ils sont amis, parfois on a l'impression qu'ils sont ennemis ou en tout cas qu'ils ne s'apprécient pas. Et puis ils attendent quelque chose, ils attendent Godot. On ne sait pas qui est Godot, on ne sait pas s'il viendra, on ne sait pas s'il représente quelque chose. Nos deux personnages semblent tuer l'ennui en quelque sorte. On est sur de l'absurde, c'est une pièce qui a été suranalysée, que peut-être vous avez vue à l'école, donc je m'attarderai pas forcément dessus. Il y a juste une citation de Beckett que j'aime bien, parce que dans toutes les analyses qui ont été faites, on a parfois attribué à Godot la symbolique de Dieu ou le fait que la pièce est un sens caché, et Beckett a dit « Je ne sais pas plus sur cette pièce que celui qui arrive à la lire avec attention. Je ne sais pas
qui est Godot, je ne sais même pas, surtout pas, s'il existe, et quant à vouloir trouver à tout cela un sens plus large et plus élevé, à emporter après le spectacle, avec le programme et les Esquimaux, je suis incapable d'en voir l'intérêt. Mais ce doit être possible. Donc, on y trouve le sens qu'on veut. Moi personnellement c'est une lecture que j'ai bien aimée, j'ai pas été transcendée, j'ai quand même vu cette réflexion sur l'ennui, sur le sens de la vie, sur l'espoir qui peut apporter un peu de réconfort avec le temps qui passe, etc. Je ne peux pas me faire un avis sur Beckett en ayant lu que celle-ci, donc je sais que j'en relirai d'autres, j'ai noté quelques titres, n'hésitez pas d'ailleurs à m'en partager si vous en avez lu d'autres. Puisqu'on parle de théâtre, j'évoquerai donc juste Georges Bernard Shaw avec Pygmalion qui a été un réel coup de cœur pour moi, je ne le connaissais pas du tout. On y suit un professeur de phonétique qui va se donner le rôle ou qui va essayer de transformer une simple vendeuse de fleurs en une dame de la haute bourgeoisie à l'aide du langage. Et donc on va y parler quête d'indépendance, on va y parler de la puissance du langage aussi comme vecteur d'émancipation. On a un ton qui est très incisif, on y parle de classe sociale, on y parle d'identité. Vraiment une lecture que je peux vous recommander. Et comme j'ai adoré celui-ci, j'ai aussi lu Man and Superman, qui est pour le coup beaucoup moins accessible. On y retrouve le style que j'ai adoré de Bernard Shaw, mais on y retrouve aussi des thématiques. Mais en fait, on a tout un second acte ou acte intermédiaire qui est une digression philosophique sur le personnage de Don Juan, avec une discussion entre l'enfer et le paradis. Il y a des références au paradis de Milton d'ailleurs. Un peu trop perché, complexe pour moi, donc je le recommanderais pas forcément pour commencer. Il a d'ailleurs été pas mal critiqué là-dessus. Je sais qu'il y a des représentations où ils ont complètement supprimé cet acte, donc une lecture qui reste intéressante si vous aimez celui-ci, mais qui, il faut le savoir, est moins accessible et peut-être aussi plus complexe à comprendre. J'ai pas tout compris en tout cas de mon côté. Voilà pour ça. Et puis surtout, j'avais envie de vous parler pour ce XXe siècle d'un auteur que j'ai adoré, certainement l'une de mes plus belles découvertes de cette liste. Il s'agit de Flann O'Brien. Donc Flann O'Brien, il est vraiment dans l'ombre de James Joyce, de Beckett, etc. Et pourtant c'est l'une des découvertes peut-être aussi les plus déroutantes que j'ai faites, puisqu'on est sur de l'absurde, on est sur du surréaliste. Flann O'Brien, c'est le pseudonyme pour Brian O'Nolan, qui est né en 1911 et qui a écrit sous d'autres pseudonymes aussi. En tant que Flann O'Brien, il est reconnu à titre posthume pour son originalité, avec des textes absurdes, un humour décalé, une ironie qu'on pourrait qualifier de froide, qui rendent ses écrits très loufoques. Il critique la bureaucratie, il critique la vie moderne, des thématiques qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres auteurs. Il critique aussi même l'identité irlandaise. Un peu comme Joyce, il a une approche expérimentale et inventive du langage. D'ailleurs, les deux hommes, il me semble, s'estimaient beaucoup. Et il a aussi une approche métatextuelle du texte qui peut être un petit peu déroutante, c'est-à-dire que ces textes parlent d'eux-mêmes de façon critique en leur sein. On va avoir des notes en bas de page qui font référence à des écrits qui ont été écrits par un personnage du roman, donc qui ne sont pas des vrais écrits, qui ne sont pas des vraies notes en quelque sorte, si ça fait sens. Voilà pour ça. Flann O'Brien, c'était un érudit. Il y a énormément de références littéraires, des références linguistiques qu'honnêtement je n'avais pas toujours, mais qui ne m'ont pas du tout lésé à la lecture. Ça reste une lecture très agréable, même si on ne comprend pas tout. Et je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas chercher à tout comprendre. En ce sens, c'est pas un livre. Enfin, ce sont pas des livres qui plairont à tout le monde. Il joue avec les mots. Il décrit des mondes surréalistes, gouvernés par des lois complètement absurdes qu'on retrouve d'ailleurs dans les deux ouvrages, donc il y a une sorte de continuité, et puis il fait des théories sur toutes sortes de choses. Il a par exemple une théorie sur le vélo qui est complètement loufoque et qui l'obsède complètement. Donc c'est vraiment des lectures assez drôles, on va dire, à la fois complexes mais plutôt légères, on passe toujours un bon moment je trouve, en tout cas avec ces deux ouvrages. On peut mentionner 3 livres de O'Brien à lire. Le premier, et il me semble que c'est son plus connu que je n'ai pas encore trouvé, qui est La Kermesse, ou en anglais At Swim Two Birds, publié en 1939. C'est son chef-d'œuvre, paraît-il. Et puis on a L'Archiviste de Dublin, qui est mon préféré entre les deux. On va y suivre 2 copains qui rencontrent une sorte de savant fou un beau matin à Dublin, et ce savant leur annonce en quelque sorte qu'il a l'intention de détruire l'humanité, de détruire la planète, et donc l'un des 2 jeunes va essayer de l'en empêcher. J'en dirai pas plus. Et ici, le 3e policier, il a été publié celui-ci à titre posthume en 1967, et on y suit un homme qui se lance à la recherche d'une mallette perdue, ce qui va le conduire
au commissariat où il y a 2 policiers ou peut-être 3. C'est la question. Celui-ci pour moi est encore plus absurde et un peu plus opaque que celui-ci, donc je vous conseillerais de commencer par celui-ci, même si dans l'histoire c'est celui-ci il me semble qui arrive en premier, mais ce sont vraiment 2 lectures que j'ai beaucoup aimées. Et pour la petite anecdote, c'est Flann O'Brien qui a inventé le personnage du savant de Selby, qui a donné le titre à 2 chansons du dernier album de Hozier, qui est un chanteur irlandais que j'aime beaucoup. Donc je vous invite aussi à écouter Hozier si vous ne le connaissez pas, notamment donc son dernier album où il évoque de Selby qui vient d'ici. C'est tout ce que j'avais envie de vous présenter dans les lectures les plus classiques. Je vais découper cette vidéo en 2 car elle est très longue, il y a beaucoup de livres et je parle beaucoup trop. Donc je vous propose de se retrouver dans une partie 2 pour parler de lectures plus contemporaines, plutôt fin 20e et 21e siècle. Si cette première partie vous a plu, partie peut-être plus historique, je vous propose donc de nous retrouver peut-être la semaine prochaine, en tout cas très prochainement, dans le volet 2. Et je vous dis à très vite.